Bienvenue à nouveau pour cette première plénière qui suit la séquence inaugurale avec nos élus, avec Monsieur le ministre Franck Riester, avec bien entendu Rémi Rioux, avec Monsieur le commissaire européen Thierry Breton et Monsieur le maire de Marseille, Madame Laura Karadec et Madame Martine Vassal, qui nous ont fait l'honneur d'ouvrir cet événement. Et aujourd'hui, nous attaquons, et ça a été annoncé par Monsieur Thierry Breton, Monsieur le commissaire européen, les grands enjeux, la grande collaboration digitale entre le continent européen et le continent africain. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel prestigieux et un panel de haut niveau pour dialoguer. Ce dialogue entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Union européenne et l'Union africaine, entre les investisseurs et les acteurs du terrain, les startups, eh bien ce panel va débattre et va échanger sur comment aujourd'hui on peut faire naître de nouveaux partenariats sur l'innovation entre l'Afrique et l'Europe à travers la plateforme D4D Hub qu'a décrite avec beaucoup de détails Monsieur le commissaire Thierry Breton. Et nous avons sur ce panel, et je vous demande de les accueillir, eh bien tout d'abord, nous avons Fatouma Taba, qui est la fondatrice de Django, et je la remercie, elle est connectée depuis le Sénégal. Nous avons Monsieur le ministre Papa Madoussar, qui est le ministre de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes au Sénégal à Dakar. Il va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Nous avons la chance d'avoir M. Ambani Macheleni, et je le remercie depuis Addis Abeba, qui est le responsable de l'innovation pour l'Union africaine. Merci Ambani. Je sais que tu as pris de ton temps pour être avec nous et c'est un honneur de t'accueillir. Merci d'être là. Thank you very much for being there, Ambani. I know you speak a little bit French. Nous avons la chance et le bonheur d'avoir avec nous également Thibaut Kleiner, qui est le directeur de la stratégie et des politiques publiques à la DG Connect de la Commission européenne. Bonjour Thibaut. Nous avons également la chance et le bonheur d'avoir Jérémy Pelé, qui est le président directeur général d'Expertise France. Bonjour Jérémy. Toujours un plaisir de t'avoir. Nous avons également, we have the pleasure to be with Mrs. Sabine Müller. She is the head of Africa for the GIZ. GIZ, tout le monde connaît la GIZ, c'est la coopération allemande. Et la GIZ joue un rôle très important aujourd'hui dans le renforcement des partenariats digitaux entre l'Afrique et l'Europe. Et elle parlera de son implication dans le D4D Hub. Et enfin, nous avons, c'est une première Emerging Valley, la chance d'accueillir Monsieur Jean Van Vetter, qui est le président directeur général d'Enabel. Enabel, c'est la coopération belge. C'est un petit peu l'équivalent de l'AFD ici en France et qui est aussi très impliqué dans la coordination de ce grand programme D4D Hub. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord, puisque nous avons la chance d'avoir l'Union africaine parmi vous, et Papa Amadoussa, bien entendu, va nous rejoindre d'ici une minute. Mr. Director, according to you and following Mr. Commissioner opening remarks, how the D4D Hub platform can help reinforce and strengthen the innovation and African innovation? Alors, je crois que Ambani, do you hear me? Yes, I got you. Okay. Thank you very much, Mr. Samir, and good afternoon, panelists. I'm glad to join you this afternoon during the Emerging Valley 2021 event. Thank you for inviting the African Union Commission to be part of this evolving platform that has been going on for. This is my second time to participate in this forum. So I'm very glad to be part of the family that is actually pushing for innovation for startups in Africa. Yes, the intervention by the Commissioner on Digital for Development, D4D, was very assuring to us from the African Union Commission, especially given that we have a lot of lessons that we have learned from the COVID-19 pandemic, where we have seen a new era being defined for digital cooperation. We envisage that the D4D Hub will create robust regional and sub-regional nodes or sub-hubs that will
actually propel and assist us, particularly in Africa, to spur a digitally enabled socio-economic transformation as we see technology and development becoming more and more integrated. So we are very excited because innovations and digitalization are already stimulating job creation in Africa, addressing poverty, reducing inequality, and they are facilitating the delivery of goods and services in the continent, and thereby allowing our various countries to begin to benefit from the fourth industrial revolution. For example, we've got the mobile money platform, which is very strong in Africa. We've got the M-Pesa in Kenya, and a lot is happening in that area. But what is more important with the D4D for us in Africa is the huge impact it will have by carrying our own efforts at the Commission in the implementation of our ambitious and far-reaching continental digital transport strategy that is anchored on we want to create an enabling environment in the continent for digitalization. We want to develop policies and regulations. We want to foster digital infrastructure. And we've been working with DG Connect on a number of projects. And one of them is Africa Connect, where we've been pushing for the establishment of digital networks that can enable education and research. We also want to see digital innovation and entrepreneurship trade in the context of the African Free Trade Area being boosted. We want to ensure that digitalization assists us in public health systems and also to foster education, agriculture, emerging technologies, but more importantly, to push for research and development to support the African digital ecosystem. So for us, the G4G is really a defining moment to learn from the COVID and to define a new global digital cooperation amongst our countries and continents. Thank you very much, Mr. Samiri, for that. Thank you, Ambani. Thank you very much for being there with us. It's a great honor to have the point of view, your point of view, and the vision for our participants, the vision of the African Union. You are a very important partner. And I will ask your counterpart for Europe, the European Commission, Thibaut Kleiner. Est-ce que vous pouvez très rapidement, en complétant ce qu'a précisé Monsieur le commissaire européen Thierry Breton, aujourd'hui la stratégie de la DG Connect à l'origine du D4D Hub, pourquoi avez-vous jugé utile de mettre en place de manière multilatérale avec l'Union africaine, avec les agences de développement, ce nouvel outil? Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Très bien, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui et aussi d'avoir pu entendre nos amis de l'Union africaine déjà. Pardon, je crois que le commissaire Breton l'a dit très clairement. Pour nous, aujourd'hui, on est dans un moment essentiel de ce projet. D4D Hub, finalement, c'est l'aboutissement d'une stratégie qui a commencé déjà en 2018. À l'époque, on a lancé une task force justement entre l'Europe et l'Afrique pour définir nos priorités dans l'économie numérique. Et aujourd'hui, on a maintenant une philosophie commune. Et l'idée, c'est vraiment que entre l'Union européenne aussi et l'Union africaine, on veut des partenariats entre égaux. Ça va bien plus loin que le développement en réalité. On veut que les écosystèmes en Europe, les écosystèmes en Afrique se développent en tant que partenaires et que ces développements bénéficient aussi très clairement au secteur privé, aux entrepreneurs africains, pour le bénéfice aussi de tout le continent. Donc vraiment, D4D Hub, c'est une plateforme qui sert à faire des liens entre l'Afrique et l'Europe, mais c'est aussi pour nous un instrument fantastique de coordination entre Européens parce que notre approche, on l'appelle Team Europe, ça veut dire qu'on veut travailler tous ensemble entre nos États membres, entre l'Union européenne, mais aussi avec le secteur privé. Et ça, c'est un point très important. On veut utiliser cette plateforme pour des choses concrètes, pour mettre en place des projets, pour créer des liens entre tous ces acteurs. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de nos partenaires qui sont ici dans les Emerging Valley, donc vraiment allez les voir, regardez concrètement comment est-ce que vous pouvez ensemble et faire aussi en sorte que nos partenaires en Afrique se mobilisent, tout comme nos États membres, pas seulement l'Allemagne,
la France ou la Belgique, aujourd'hui une dizaine, et on en veut encore plus au niveau européen, au niveau africain, pour que cette stratégie soit pas seulement un partenariat, mais pour que ça soit vraiment une machine pour faire des projets et pour développer des écosystèmes. Merci beaucoup, merci Monsieur Kleiner. Je me tourne tout de suite vers un autre opérateur très impliqué dans le partenariat du Differdi Hub, c'est Expertise France, qui est d'ailleurs partenaire d'Emerging Valley pour la seconde année et qui, je tiens à le dire, organise avec nous un très bel atelier sur l'entrepreneuriat dans les zones fragiles, à risque, et aussi un atelier sur l'entrepreneuriat en Libye. Donc n'hésitez pas aussi à les suivre, ce sera demain. Donc Jérémy Pellet, aujourd'hui Expertise France fait partie de l'initiative Differdi Hub. En quoi consiste cette implication et comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec le consortium Differdi Hub sur le terrain? Quel type de projet aujourd'hui appuyez-vous? Alors d'abord, c'est toujours un plaisir de retrouver autant d'amis sur cette scène. Donc bonjour à tous. Monsieur Machinelli, cher Tabac, bonjour à Sabine et Jean et Thibaut Kleiner, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler il y a plus de 15 ans. Peut-être un mot sur ce que nous essayons d'apporter du côté d'Expertise France en tant qu'agence apportant de l'assistance technique pour aider les politiques publiques de nos pays partenaires comme la GIZ, comme Enabel, ce qu'on apporte au sein de Differdi Hub. C'est d'abord un constat qui est que d'abord le numérique est évidemment une dimension essentielle du développement du continent africain. Monsieur Macheleni l'a très bien rappelé, mais c'est une dimension qui a plusieurs aspects. Un aspect entrepreneurial, écosystème, qui est vital, hein, c'est tout part du secteur privé et de la volonté individuelle, mais cette volonté individuelle, elle doit être accompagnée par des politiques publiques structurantes, des politiques favorables au développement de cet écosystème, et puis des aspects de gestion des données, de valeurs aussi qui doivent être portées par le numérique, valeurs citoyennes, pour faire en sorte que cet écosystème bénéficie à l'ensemble des objectifs de développement durable sur le continent, parce qu'on sait que c'est une dimension évidemment transversale. Et donc dans ce cadre-là, le constat qui est fait au sein de Differdi Hub, c'est que l'Union européenne, en Team Europe, elle a des valeurs à porter, elle a une signature européenne à porter sur toutes ces dimensions. Et cette signature européenne, elle peut être apportée en mettant en commun les moyens de l'Union européenne, de l'Union africaine et de tous les partenaires et agences de mise en œuvre pour faire en sorte que nous puissions appuyer l'entrepreneuriat innovant sur ces différents aspects et que nous puissions à la fois partager les connaissances, mutualiser les ressources et mettre en place des actions en commun. C'est pour ça qu'Expertise France est membre fondateur de Differdi Hub, de même que d'autres agences de coopération, et c'est bien ce dialogue sur le terrain et ce dialogue à tous les niveaux, entrepreneurial, politique publique, gestion des données, qui pour nous est absolument essentiel et doit être au cœur de cette initiative. Merci beaucoup Jérémy, merci d'avoir partagé ces insights. Et tout de suite, je vais me tourner vers Sabine Müller. Vous êtes donc la directrice Afrique de la grande agence allemande pour le développement, la GIZ. Aujourd'hui, et je salue d'ailleurs l'arrivée de Monsieur le ministre Papa Madoussar, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, qui vient de nous rejoindre et à qui je donnerai la parole juste après. Mais aujourd'hui, Madame Müller, la GIZ qui est partie prenante du Differdi Hub, mais une politique, on doit dire, qui est très active sur le terrain, en soutien aux innovateurs africains, au soutien aux startups africaines. La question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord, rapidement, nous détailler quelles sont les initiatives que vous portez au niveau des startups africaines. Peut-être aussi des entreprises africaines vont vous découvrir un peu vos projets. Et en tant que membre de la coalition Differdi Hub, comment est-ce que vous travaillez sur le terrain avec tous ces différents acteurs au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation africaine? Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for being here. Yes, you mentioned already under the D4D Hub,
we developed a certain number of flagship programs, and I may present some of them just to get you some information how we are working. Amongst these initiatives, the African European Digital Innovation Bridge, for instance, and the EU Data Flagship were both now launched in December last year. And the African European Digital Innovation Bridge is a flagship that exemplarily shows what a combination of the old traditional and the new digital worlds can mean. The African Digital Innovation Bridge. Africa has seen a digital entrepreneurship boom, and tech entrepreneurs are those that currently drive innovation on the continent. At the same time, SMEs, which are the backbone of every economy, too often lack sufficient knowledge how to master their own digital transformation. They risk staying behind. And digitalized SMEs can bring innovative solutions to challenges like climate change or resource efficiency and help spread innovations throughout countries and regions. So how we can enable SMEs to embrace the digital transition? An approach to fulfill these visions has been taken up by the European Commission, the European member states, Germany, France, Belgium, as well as partners from Africa and Europe. Is the so-called African European Digital Innovation Bridge. This bridge will strengthen digital and innovation ecosystems in Africa and promote intercontinental dialogue between Africa and European science, technology, and innovation actors. What's the approach? The approach is at the core of the bridge are digital innovation hubs, helping traditional enterprises to take the first steps on the journey towards their own digital transformation. And these hubs are inspired by the European concept of digital innovation hubs, and they are now also spreading over the African continent. These hubs are kind of one-stop shops that help enterprises to become more competitive using digital technologies by providing access to financial or technical expertise as well as implementation possibilities. For startups, the digital innovation hubs can also be useful, finding companies interested to test their new products, find venture capital, connect with players in their own or other ecosystems. Another initiative is the EU Data Flagship. It aims for a fair and sovereign data economy based on shared values and policies and inclusive economic growth, and supports the use and the EU's ambition to foster joint data spaces. And the benefits for startups should be manifold. It means better access and use of open data and data markets, an increase in investments in African data infrastructure, data technologies and services which are crucial and beneficial for startups, and the harmonization of data protection, secure data collection, and data storage on the continent. So these are just some examples under this D4D initiative. Général Afrique de la GIZ, merci Madame Muller. Je vais passer dans quelques secondes quelques minutes la parole à Monsieur le Ministre Amadou Sarr qui nous a rejoint, mais j'aimerais d'abord quand même me tourner vers toi Fatoumata. Avec ton expérience et puis tout comme d'ailleurs monsieur le ministre tu es souvent venu à Emerging Valley, tu as participé de nombreuses fois à tous nos débats et ma question c'est aujourd'hui avec Django, en tant que fondatrice de Django, tu accompagnes de nombreuses startups, je dirais pas non seulement africaines mais panafricaines à visée sociale et qui ont un impact durable, réel sur le quotidien des populations. Quelque part comment tu aujourd'hui accompagnes ces startups, notamment dans leur passage à l'échelle, et est-ce que tu peux dire que ces startups africaines, et c'est tout le sens de partenariats comme D4D Hub, regardent de plus en plus du côté de la rive nord de la Méditerranée, du côté européen, pour développer leur activité et aussi développer des partenariats gagnant-gagnant entre écosystèmes africains et écosystèmes européens? Bonjour Samir, c'est une excellente question. Je dirais que les startups africaines que j'accompagne et au-delà expriment clairement au moins 3 besoins. Le premier, c'est un besoin prégnant de financement et c'est pour ça que Django est d'abord une société d'investissement. Donc, depuis 2018, on a accompagné 5 startups et d'ici 5 ans, on en vise 25 avec un fonds d'investissement en capital risque qui est en cours de closing. La deuxième dimension qui est essentielle lorsqu'on investit et qui correspond à la demande des startups africaines, c'est aussi
une aide à l'exécution opérationnelle de leur business model, parce que tu l'as dit, ça peut être très très complexe de croître et de passer d'une phase, on va dire, de preuve de concept à une phase d'hypercroissance. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi l'offre et la proposition de valeur d'acteurs comme Expertise France ou des autres financiers du développement, c'est que là, on a besoin d'intervenir souvent avec une expertise, ça peut être du marketing, ça peut être de la technologie, ça peut être des ressources humaines de manière ponctuelle, pour les aider justement à avoir l'excellence opérationnelle qu'il faut en parallèle du financement pour pouvoir vraiment délivrer leur business model et délivrer leur impact. Et la troisième dimension qui est assez critique et qui est souvent une demande aussi fréquente des startups, c'est que dans beaucoup de pays africains qui sont petits, je pense voilà, au Togo, au Sénégal dont je suis originaire, etc., on peut avoir une limite, on va dire, presque géographique à son passage à l'échelle, et donc ça devient intéressant de voir, d'avoir une stratégie d'expansion. Alors cette stratégie d'expansion, elle est bien sûr régionale ou panafricaine. Lorsqu'on est entrepreneur au Sénégal, on peut aller au Mali ou Burkina, mais on peut aussi aller au-delà. Et ce qui est très intéressant dans notre portefeuille, c'est d'observer alors un comportement sans complexe, donc deux entrepreneurs en particulier, un au Nigeria, qui s'étend et qui étend ses services maintenant en Europe de l'Est. Et lui, c'est dans le domaine des services financiers. Il fait du factoring, donc il permet à des PME en fait de faire financer leurs factures. Et j'ai un autre exemple d'un entrepreneur cette fois de Côte d'Ivoire qui est en train de lancer une entité française pour développer sa start-up d'EdTech, donc en service d'éducation digitalisée. Donc c'est vrai que c'est très important de voir cette possibilité de corridor entre l'Afrique et l'Europe sous l'angle du financement, sous l'angle de l'assistance technique, de l'expertise technique, mais aussi sous l'angle de l'expansion. Et quand bien même on voit beaucoup de startups françaises viser le continent africain, il faut savoir aussi que la réciproque est vraie, elle est de plus en plus vraie. Toumata, je reviendrai vers toi un peu plus tard, mais je passe tout de suite la parole à Monsieur le ministre Papa Amadou Sarr. Donc, vous êtes en charge avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, notamment de l'emploi de la jeunesse et du soutien aux startups sénégalaises à travers l'ADER, aujourd'hui qui joue un rôle majeur dans l'écosystème. Aujourd'hui, les startups et l'innovation sont véritablement le fer de lance de la nouvelle économie, prônée par le Sénégal à travers notamment l'ADER dont vous avez la charge. Pourquoi ce soutien appuyé aux jeunes pousses sénégalaises et comment vous mettez en œuvre vos politiques publiques pour accompagner la croissance de ces startups sénégalaises? Merci Samir de cette invitation. Et désolé pour ces 4 minutes de retard, j'étais dans une conférence de presse. Vous savez, l'activité au Sénégal actuellement est marquée par la question de l'emploi des jeunes et le chef de l'État est en train de mettre en place des ressources conséquentes pour y arriver. Je dis bonjour à Jérémy et Fatoumata que je connais personnellement et aux autres panélistes aussi. Bonjour à tout le monde. Donc mon nom est Papa Amadou Sarr, je suis ministre délégué général en charge de l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes au cabinet du président de la République Macky Sall. Je fais ce travail depuis 3 ans. Je dis bien, Samir, nous couvrons un spectre large d'accompagnement des startups, des PME, aussi bien dans l'économie numérique que d'autres secteurs. Et pour rappel, étant donné que Jérémy est là, nous avons travaillé avec eux, avec l'AFD, pour avoir un fonds de 20 millions d'euros pour accompagner les PME sénégalaises qui sont en cours avec la BAD aussi. Revenant rapidement sur ta question précisément, je peux dire qu'aujourd'hui, les startups et l'innovation sont effectivement partie intégrante de la stratégie de développement du Sénégal à travers son plan Sénégal émergent. C'est la stratégie de développement à l'horizon 2035. L'objectif du Sénégal à travers le numérique est ce qu'on appelle le SN 2025, la stratégie numérique 2025, c'est de faire contribuer au PIB du Sénégal à travers le numérique presque 10%. Et nous, au niveau de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que je dirige, nous avons mis en place un fonds de soutien au numérique avec comme objectif de faire du numérique et l'innovation des leviers de croissance multisectorielle dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, la transformation des produits agricoles, les transports et les industries culturelles et créatives. C'est ainsi que nous avons pu injecter au moins 3 milliards de francs CFA, environ 5 millions d'euros entre 2018 et 2020 dans des startups qui sont à la pointe de la technologie en utilisant la deep tech, tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain, mais aussi tout ce qui est terre à terre, l'utilisation de la technologie pour l'agriculture
pour l'élevage en partenariat avec Israël, Machar, qui nous ont accompagnés sur de nouvelles techniques agriculturales, mais aussi en partenariat avec des universités américaines de la Silicon Valley comme Trevor University qui accompagnent nos startups, mais en partenariat aussi avec des structures françaises comme Creative Valley au sein de Station F, pour aujourd'hui arriver à créer 3 gros programmes de pré-incubation, d'incubation et de pré-accélération à travers ce que nous avons lancé, qu'on appelle le D-Hub. J'ai taquiné tout à l'heure Tierno en disant que la Commission européenne nous triche sur le D4D parce que nous avons lancé le D-Hub, le Dare Hub, qui met en place un écosystème, Samir, que tu as visité récemment, d'incubation, d'accélération, d'accompagnement, de coaching pour les technologies nouvelles, mais aussi pour les startups qui travaillent pour l'État. Partenariat public-privé. À titre d'exemple, les jeunes qui ont gagné le Grand Prix du chef de l'État de l'innovation en novembre dernier ont tous été primés financés par l'ADR, qu'ils soient dans la santé digitale, dans l'agriculture et dans l'élevage. Aujourd'hui, nous avons créé un canal entre les start-upers qui, avec des hackathons, développent de nouveaux produits pour le ministère des Finances sur tout ce qui est législation fiscale, taxes, déclarations, paiements. Nous avons mis en place un canevas entre le ministère de la Santé et les startups pour développer des programmes d'open innovation dans la santé digitale, dans le transport avec le port, et j'en passe. Et enfin, je dirais qu'aujourd'hui, grâce à cet accompagnement de l'ADER, nous avons pu mettre en place la première Startup Act en Afrique francophone en 9 mois, copiée sur le modèle tunisien qui a fait 3 ans, qui aujourd'hui est utilisé comme benchmark dans l'espace UEMOA, en partenariat avec le ministère des Finances, le secteur privé, les startups et les incubateurs. Et enfin, Afrique Excel avec la Banque mondiale, nous avons pu faire primer 5 startups sénégalaises sur les 20 que compte le continent, et nous avons été à Vivatech avec eux, mais aussi à ECS à Vegas. Tout ça pour les accompagner, pour créer de l'émulation. Et à travers cela, nous sommes en train de construire le plus grand incubateur accélérateur en Afrique qui s'appelle le Mohammed bin Zayed Center for Innovation, avec un partenariat avec l'émir d'Abu Dhabi pour nous aider à le faire. Et des discussions sont aussi en cours avec des gens, la Mastercard Foundation et la GIZ pour voir comment travailler ensemble. Merci, over to you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces illustrations, cette illustration concrète de l'action des politiques publiques au niveau africain et au niveau sénégalais pour encourager l'entrepreneuriat et les startups. Et je vais tout de suite me tourner vers le président d'Enabel, Monsieur Jean Van Vetter, parce que ça va être important, je pense, aussi de recueillir la parole des bailleurs. C'est comment est-ce que les bailleurs peuvent mieux s'insérer dans l'écosystème pour accompagner au mieux ces écosystèmes et notamment la question du financement. Et cet axe Afrique-Europe peut permettre justement d'inventer des nouveaux outils à l'image du D4D Hub. Monsieur Jean Van Vetter, donc vous êtes le directeur général d'Enabel. Quelles sont aujourd'hui, je sais que vous êtes actif aussi au Sénégal, les priorités d'Enabel en matière de digitalisation et de soutien à l'entrepreneuriat numérique africain? Et est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous détailler quelques-uns de ces projets en faveur de l'entrepreneuriat et des startups africaines? Okay. Merci beaucoup. Tout d'abord, félicitations pour l'organisation de ce sommet. C'est extrêmement bien organisé. Je tiens à saluer mes collègues du D4D Hub qui sont ici, mais également le ministre Sarr avec qui nous collaborons au Sénégal. Monsieur Sarr, nous travaillons actuellement dans la région du Sine Saloum pour le développement de l'agropole centre, et dans ce cadre-là, il y a aussi le développement d'entreprises liées au digital, notamment dans les énergies renouvelables. Donc, ravi de faire votre connaissance. Et voilà, vous l'avez dit, Enable, c'est la première fois qu'on participe, donc on est heureux d'être ici. On aurait bien aimé être à Marseille, mais voilà, digitalement, on est content d'être là. Le digital est une priorité depuis longtemps pour Enable et pour la coopération belge. Notre ancien ministre de la coopération, qui est actuellement notre Premier ministre, l'avait mis comme une priorité dans son agenda. Il a été assez précurseur au niveau européen pour mettre le digital à l'agenda. Pour nous, le digital, c'est à la fois une opportunité, évidemment, d'accélérer le développement, mais c'est également un challenge.
Et en tant qu'agence de développement, on est assez sensible à tous les aspects d'inclusion et s'assurer que personne n'est laissé pour compte, leave no one behind comme on dit, parce que même si c'est une opportunité d'accélération, il y a aussi le challenge de s'assurer que tout le monde dans les zones les plus reculées et les personnes les plus vulnérables aient accès aux outils digitaux qui permettent justement un développement accéléré. Donc c'est vraiment pour nous un point d'attention. Alors actuellement, on a 135 projets liés au digital en cours dans 16 pays en Afrique. Et pour vous donner des exemples concrets, par exemple, au Sénégal, j'ai mentionné notre projet à Kaolack sur le Green Tech Hub. Au Bénin, on a lancé en collaboration avec l'Union européenne le projet DigiBoost qui veut développer tout ce qui est entrepreneuriat numérique. Je pourrais vous en citer énormément. On a aussi une initiative financée par la Belgique qui s'appelle le WeHubit, qui est en fait un fonds qui permet de soutenir des scale-up pour des entreprises sociales ou des ONG qui utilisent le digital pour accélérer le développement sous différents aspects, la santé, l'accès aux services. Et on donne des fonds jusqu'à 300 000 € pour pouvoir faire des scale-up de leurs initiatives. Donc actuellement, 135 projets. Et je dirais que dans notre stratégie, on a quatre axes liés à notre stratégie digitale. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est compétences digitales, ce qu'on appelle le Digital Numeracy and Skills. Deuxièmement, tout ce qui est l'entrepreneuriat digital. Troisièmement, et c'est lié au domaine d'inclusion, tout ce qui est droit, et il ne faut pas l'oublier. Et là, je pense que l'Europe a énormément à apporter par rapport à d'autres partenaires, notamment asiatiques ou américains, sur les questions des droits. Et quatrièmement, l'accès aux services digitaux, la digitalisation des services. Voilà, je reparlerai tout à l'heure plus de notre approche européenne au niveau de l'inclusion des différents bailleurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Je reviens vers vous, Thibaut Kleiner. Le sommet Afrique-Europe se tiendra à l'automne 2021, dans un contexte qui sera un contexte marqué encore par ce que le monde a connu en 2020 et en 2021 avec la Covid-19. Bien entendu, et de ce fait, le digital y tiendra nécessairement une place importante. Quelles avancées peut-on attendre de cette rencontre et quels sont les enjeux qui seront abordés et quelle place tiendra la question justement de l'appui aux entreprises et aux startups africaines lors de ce sommet Afrique-Europe qui sera organisé à l'automne prochain? Oui, merci. C'est en effet le sommet Afrique-Europe, toujours un rendez-vous extrêmement important pour nous au niveau de l'Union européenne. Et c'est évident, le numérique aura une place importante à cette occasion. On vient de lancer une stratégie européenne pour la prochaine décennie. On appelle ça la boussole numérique. Le commissaire Breton y a fait allusion. Et ceci va nous aider à organiser un petit peu nos priorités. Vis-à-vis de l'Afrique, ce qui est clair, c'est qu'on s'attend à ce que le sommet soit une opportunité d'aller de l'avant dans notre collaboration, parce que dans notre stratégie et dans notre boussole numérique, on appelle à des nouveaux partenariats numériques. On voudrait, c'est approfondir un petit peu nos relations. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est vraiment qu'on soit capable pour ce sommet d'être très concret, de pouvoir dire, voilà, on a des projets vis-à-vis de certaines régions, dans la connectivité, dans les compétences, dans le soutien justement de l'entrepreneuriat et aussi dans la structuration un petit peu de notre économie et de nos sociétés, grâce par exemple à des initiatives telles que PRIDA, qui est une initiative pour nous fondamentale pour aider à la réglementation du numérique. Et on voudrait justement qu'à l'occasion de ce sommet Europe-Afrique, on puisse annoncer des avancées. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, à Emerging Valley, il y a des opportunités vraiment importantes de networking autour de nos projets. Et j'espère que ceci aidera à notamment préparer le sommet pour qu'on soit en mesure d'annoncer très concrètement des investissements et très concrètement des priorités en termes de réalisation concrète sur la connectivité, sur les compétences et sur l'entrepreneuriat. Merci, monsieur Kleiner. Je vais revenir... justement, vous parliez de ce sommet Union européenne, Union africaine. I come back to you, Ambani. The African Union is very involved already in many cooperation programs between the two continents. We can
for example, mentioned the Africa-Europe Innovation Partnership, AEP, in which you are very highly involved. How can we reinforce such partnerships, and in which direction, according to you? Thank you very much, Samir, for that question. And indeed, I'm glad to report that the cooperation between EU and Africa is very vibrant, and it is based on the joint strategy that was adopted by the heads of state and government in 2007. It reflects the desire of our continents to forge stronger links in key areas of cooperation in promising areas. And what is more important is that science, technology, and innovation are at the top of that particular cooperation and are well embedded in our cooperation. Going further, in this cooperation of science, technology, and innovation, we managed to put some structures on the ground to enable the participation of different stakeholders in this partnership. We created a high-level policy dialogue, which has enabled us to set priorities and agree on an implementation, a joint implementation, which is mutual and beneficial. There are quite a lot of activities currently taking place. We have adopted 2 roadmaps of AU-EU research and innovation partnerships. One is on food, nutrition, and security and sustainable agriculture. We have another roadmap on climate change and sustainable energy. We created technical working groups for which innovation partnership between Africa and Europe is one of the working groups. The idea is to push for the participation of a diverse stakeholder models, so that we bring in new players, we bring in incubators, we bring in business accelerators, micro, small, and medium enterprises. We bring in philanthropists, banks, so that we promote the collaboration within an ecosystem which is broader. So going forward and really to enhance our partnership is to open up and allow the participation of different stakeholders that are not traditionally involved in the partnerships, such as us, the politicians and policymakers. But we really want to see you, the startups, the innovators, coming in, defining policies and helping the policymakers to create an enabling environment and enable you to access the markets, to access funding, as well as to remove the policy barriers that actually impede innovation between our 2 continents. So the whole idea is really to mobilize different stakeholders to come together to work in a more unforeseen way. If you look at the D4D we are talking about today, it's one of the opportunities that we are actually creating within the partnership to enable people to function, to operate, to have access to the digital platforms. And here in Africa, we also have this free trade area, single African air transport. We've got free movement of people. And all this is to enable different stakeholders to participate in the partnership. Let's bring the partnerships to the people and let the people participate in our partnership. That is what I would recommend going further within our collaboration. Thank you very much, Samir. Merci, Hambani. Thank you, Hambani. I come back to you, Mrs. Müller. On sait aujourd'hui que le digital et l'innovation sont des outils qui sont relativement récents dans les politiques publiques d'aide au développement, notamment à travers des organisations telles que celles que vous dirigez, la GIZ. Pourquoi ce tournant ? Et est-ce qu'il illustre aussi la nouvelle nature de la relation entre l'Afrique et l'Europe ? First of all, I would like to challenge you on the term recent here, because what we observe from GIZ's side is that digital and innovation are topics that are on the rise on the African continent since quite some time. Africa is home to the youngest population in the world and is progressing rapidly in digital adoption.
tech hubs and entrepreneurs working on artificial intelligence, blockchain, enterprise resource planning, software, and so on. So these are technologies and issues that are not only discussed in Europe, but also in the context of the countries we work with. Startups from Africa help solve problems European companies are facing. For instance, like in an accelerator with Airbus, that we were implementing as a GIZ Make IT in Africa program with startups from Africa. So African startups are helping Airbus. And the tech entrepreneurs are a key driver of the digital revolution in Africa. And Africa has seen a digital entrepreneurship boom, and tech entrepreneurs are those that currently drive innovation in the continent. And some example of our engagement in this area is, for instance, the Make IT program in Africa. Because this tries to support digital entrepreneurs and innovative startups and promote digital innovation for sustainable and inclusive development. And this since 2017, it's not that recent. And the Make IT in Africa strengthens local innovation ecosystems to improve the framework conditions for tech startups in Africa to develop their innovative digital ideas into marketable products and services. Thereby, Make IT in Africa supports tech startups through improving their access to skills, capital, and markets. And since 2017, Make IT in Africa supported almost 500 tech startups from 26 African countries in growing their businesses. They supported startups, raised over 100 million euro investments, and reached more than 2 million customers with their digital innovation. 95 startups scaled their products and services into new markets. And all these experiences together made us realize that this is not again just another trend, but a development to stay, with huge potential to push the knowledge and technology transfer in both directions, Germany, EU towards Africa, and Africa towards Germany, EU, forming a bridge and help local economies by job creation and solving environmental issues. To answer your question, what does this say about our relationship with the partners in Africa? I would say we moved from technology transfer into co-creation, into a win-win situation for both partners. I would argue we need to put much more resources and speed to strengthen this cooperation. Our new standard, Digital by Default, which is now mandatory for any new GIZ project, will enhance this speed even further. I hope that with this, we are actively translating the promise of a reinvented partnership between our two continents into concrete action. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup Sabine. Je me tourne vers toi rapidement, Jérémy Pelé. Aujourd'hui, pour Expertise France, quelle place doit-on faire pour les fonds d'investissement dans ce nouveau partenariat Afrique-Europe? En quoi bailleurs, gouvernements, les DFIs peuvent-ils vraiment concrètement renforcer cette action et toutes ces initiatives qui ont été déjà décrites, notamment par Monsieur le Ministre, par Fatoumata Ba? Comment tu vois quelle est ta vision sur ce sujet? Les fonds d'investissement sont évidemment une dimension essentielle de l'appui au numérique et à l'entrepreneuriat numérique. Pour moi, l'élément principal, c'est évidemment de tenir compte du contexte. C'est-à-dire la base, c'est la volonté des gouvernements, des organisations régionales, continentales, d'avancer sur ce sujet et de soutenir le numérique qui est un formidable levier de développement. Et donc nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions à cette volonté politique qui peuvent être assez différentes. Ça peut être de l'appui sur le financement, c'est effectivement un élément indispensable. Le ministre Papa Amadou Sarr l'a rappelé sur le Sénégal, on a une volonté politique, un plan Sénégal émergent, d'avancer sur ce sujet-là. Et donc l'idée, c'est de structurer des solutions d'appui à l'entrepreneuriat numérique et à la jeunesse. La situation peut être assez différente dans des pays comme la Tunisie, où nous avons accompagné le gouvernement tunisien sur la mise en place d'un Startup Act, et nous travaillons avec la Caisse des dépôts et de consignation tunisienne pour mettre en place des instruments de financement, où un des exemples qui est le plus cher, c'est ce que nous avons pu faire dans un pays très fragile comme la Libye. On aura d'ailleurs un atelier, tu l'as rappelé, demain sur ce sujet-là.
où nous avons contribué à mettre en place une plateforme de soutien aux entrepreneurs libyens, puis une école de commerce en ligne, Libus, et nous travaillons actuellement avec des acteurs français, BPI France notamment, pour structurer des fonds de soutien au développement numérique dans ce pays très fragile. Et pour moi d'ailleurs, c'est un point très important, aucun pays, aucune catégorie de population ne doit être à l'écart du développement numérique. Et ça, c'est vraiment, je pense, absolument indispensable. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, le soutien que l'ensemble de la communauté financière et des bailleurs peut apporter aux fonds d'investissement, mais plus généralement à la capacité de l'épargne locale et mondiale à investir dans les startups africaines, il est fondamental. C'est ce que fait Proparco, par exemple, du côté de l'AFD, en soutenant les fonds d'investissement sur l'ensemble du continent africain. C'est ce que font les bailleurs. Je pense que c'est vital d'abord parce que c'est un marché. Il y a des startups aujourd'hui qui se développent et qui crée de la richesse, et donc cette richesse, elle doit pouvoir se financer par les mécanismes de marché. Et par ailleurs, c'est un marché aussi spécifique où les investisseurs, les fonds d'investissement doivent aussi connaître la nature du terrain et savoir aussi les difficultés propres qui peuvent exister sur le continent africain. Et on a de très belles réussites, un certain nombre d'exemples qu'on connaît bien. Mon ami Jérémy Heisenberg en avait fait la liste avec Jean-Michel Severino il y a quelques années dans un livre. Toi-même, d'ailleurs, tu avais écrit un livre sur le sujet Samir. Donc on sait comment créer de belles histoires. On sait que le financement est aussi indispensable que l'accompagnement des entrepreneurs sur le continent africain. Et donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et puis il faut aussi évidemment être redevable de notre action et donc savoir accompagner ces politiques d'indicateurs de résultats pour montrer que ce que nous faisons et l'action des États en la matière permet d'atteindre l'objectif recherché. Merci Jérémy. Merci beaucoup. Je reviens vers Monsieur le ministre Papa Madoussar. Vous êtes à l'origine du Startup Act sénégalais. D'ailleurs, vous l'avez annoncé en 2019 à Emerging Valley. Il venait juste de sortir. Il s'agit d'un concept qui est pionnier en Afrique sur le continent. C'est une dynamique qui est née au nord d'ailleurs du continent, en Tunisie, et qui s'est étendue un peu partout. Selon vous, à partir de votre expérience du Startup Act sénégalais, quelle forme pourrait prendre, puisqu'on parle de logique continentale, on parle du D4D Hub, quelle forme pourrait prendre un Startup Act panafricain continental? Alors, excellente question. Nous avons essayé d'abord de faire un Startup Act à l'espace UEMOA, car c'est un espace qui est intégré avec une monnaie commune, une seule banque centrale, une union économique, monétaire et douanière, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler en symbiose avec la libre circulation des biens et services dans l'espace UEMOA qui compte les 8 pays de l'UEMOA, environ 100 millions d'habitants, qui atteint une taille critique. Et concernant au niveau continental, comme vous le savez, peut-être l'Union africaine pourrait revenir là-dessus, les négociations sont en cours pour la ZLECA, et quand ce sera effectif à 100%, et en ce moment, je pense que ce sera beaucoup plus facile de pouvoir parler d'une Startup Act continental. Mais au jour d'aujourd'hui, la Startup Act à l'espace UEMOA est une réalité. Il y a un mois, j'ai été moi-même en Côte d'Ivoire les aider à monter leur initiative comme l'ADER pour accompagner les startups et l'économie numérique avec le ministre Mamadou Touré de la Jeunesse. Nous accompagnons aussi la Guinée-Conakry à mettre en place un écosystème favorable au développement des startups et l'économie, la Gambie, la Guinée-Bissau. Et grâce à l'expertise qu'on a développée au Sénégal dans le cadre de la Startup Act, collaboration DER, ministère des Finances, secteur privé, start-up, incubateur, l'ambassade de France et les autres acteurs, aujourd'hui, cette dynamique est en train d'être exportée au Rwanda, au Congo,
au Gabon et au Burkina avec l'expertise sénégalaise. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, on voit que cette dynamique Startup Act, elle est en train de révolutionner le climat des affaires, et on voit des acteurs, nous aurons la chance d'ailleurs demain d'avoir une composante de l'écosystème avec le I4 Policy à travers Eva Soebion, qui va intervenir sur la plénière du Digital Dialogue de clôture et qui est très impliqué avec vous au Sénégal sur l'élaboration des politiques publiques et des Startup Act. Je vais revenir rapidement vers toi, Fatoumata. Donc, tu es investisseur à la tête de Django. Et ma question, c'est certains de vos financements viennent du secteur privé et notamment de souscripteurs qui sont sur le continent européen. Comment ils s'engagent à travers vous en faveur des startups africaines, et qu'est-ce que cela vous apporte, vous, dans votre positionnement en tant qu'investisseur ancré sur le terrain au service de l'impact ? Alors effectivement, nous avons une typologie d'investisseurs dual, donc soit des investisseurs institutionnels du type financier du développement, comme la Banque européenne d'investissement par exemple, ou des investisseurs privés comme tu l'as souligné. Dans le premier cas, et c'est très similaire à ce que disait Madame Müller et tous les autres copanélistes, l'enjeu recherché est directement la création d'emplois localement, en particulier pour les femmes et les jeunes, le soutien des secteurs qui sont un petit peu laissés pour compte lors des levées de fonds, qui sont tout aussi importants que les services financiers comme la santé, l'éducation par exemple, mais aussi le soutien à des zones géographiques qui sont aussi très peu sous-financées au regard de leur potentiel, comme par exemple l'Afrique francophone en général. Pour ce qui est des acteurs du secteur privé, leur motivation cette fois est purement stratégique ou commerciale. Stratégique parce qu'en fait, je prends l'exemple de grands groupes de retail français et allemands qui nous accompagnent depuis 2018. Leur motivation, c'est la compréhension que l'Afrique est un relais de croissance, c'est un marché immense pour eux, et la volonté de s'exposer à ce marché pour in fine de faire deux choses. La première chose, c'est de développer des synergies opérationnelles avec des startups locales qui peuvent les aider dans leur activité et dans leur plan d'implantation. Et la seconde chose qui est très motivante pour notre écosystème, c'est la possibilité en fait de devenir un acquéreur stratégique, donc de prendre des parts minoritaires et peut-être un jour majoritaires pour pouvoir utiliser quelquefois les startups comme canal d'entrée, comme pied d'entrée sur le territoire africain. Donc c'est très très intéressant parce qu'il y a une dimension win-win et c'est aussi important de souligner que les deux motivations sont importantes, celle des institutionnels d'avoir de l'impact parce qu'on en a besoin pour le développement, mais aussi celle des financiers purement privés d'avoir un canal d'entrée et puis d'avoir une opportunité comme ça d'acquisition parce qu'on en a besoin. On a besoin de développer l'investissement privé, les capitaux privés davantage dans le continent. Merci beaucoup Fatoumata. Nous sommes maintenant dans la dernière séquence nous approchons de la fin du débat et dans ces perspectives d'avenir et des grands enjeux aujourd'hui qui traversent le monde et comment réinventer ce partenariat Afrique-Europe dans ce contexte. Monsieur Jean Van Vetter, aujourd'hui, peut-on dire que quelque part la Covid-19 agit un peu comme un accélérateur, je dirais, du digital. On le voit, c'est une réalité, personne ne peut le nier, et ça a été très largement documenté un peu partout dans le monde. Mais est-ce qu'on peut, quelque part, j'aime pas ce terme d'opportunité, mais se servir de cet état de fait, de la digitalisation, de cette numérisation qui est accélérée de facto par le digital, pour faire avancer plus vite et avoir plus d'impact avec l'ensemble de tous ces programmes que nous venons de citer sur le terrain et avoir plus de retombées sur le terrain. Yeah, I will reply in English, so I balance the language in the panel. So thank you. Yes, I think it's a very good question. I would say two things. The first thing, and it's a bit related to your first question, I think that COVID has accelerated the partnership between European agencies, and I think Team Europe concept was born after this the beginning of the COVID crisis, and the idea was to put all European actors together and enable. We had the co-presidency of the practitioners network, this network of European development agencies, and we took the opportunity, I don't like this word neither, but to try to create a strategic agenda between European agencies. And then, of course, a more partnership with our African partners. And the nice thing with digitalization is that, there are less borders, and you can have such panels where we're together and we can discuss new ideas. So clearly, it has boosted some partnerships within Europe and between Europe and Africa.
Then secondly, in terms of innovation, clearly we see, give an example in Uganda, we were working in the field of education and we had some pilot on using digital tools to improve access to education to vulnerable communities. Because the school closed, we managed to create what we called a sandbox, which puts teachers in contact with the students, and we it to make sure that more people could have access to it, more people could have access to a computer. We had a partnership with MTN, which is the mobile phone provider in Uganda, to give free access and provide free internet access to vulnerable communities. So yes, that was an accelerator. Another example, in Benin, we created Fab Lab to be able to duplicate medical equipment to respond to the COVID. And thanks to the European Commission, we also launched a lot of new projects to strengthen health systems, but also using e-health. Yes, a lot of opportunities, but the challenge I mentioned in the beginning is still there. We see in Europe as well, COVID has exacerbated inequalities between countries and within countries, and the same applies to countries in Africa. So we should not be naive about that and make sure that we continue to fill the gap and use the opportunities to make sure we focus on the most vulnerable people. Thank you. Merci, Monsieur le Directeur Général. Et nous arrivons à la fin de cette passionnante plénière inaugurale pour prendre de la hauteur et voir dans quelle direction nos deux continents, la collaboration, la coopération sur l'innovation entre nos deux continents se dirigent. Et pour le mot de la fin, je vais me tourner vers Addis Abeba et Mbani Macheleni, donc du côté de la commission de l'Union africaine. Aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce si important finalement de réinventer cette relation aujourd'hui entre l'Afrique, le continent africain, le continent européen, et de quels atouts disposons-nous pour arriver à cette révolution du regard? Probably you need to say it again in English for that one. Samir, can you please repeat in English? Yes, okay, sorry. You have the final word for this plenary. From your point of view, why it is so important to reinvent the relationship between Africa and Europe through the digital partnership? Yeah, thank you very much for that pertinent question. I think it's a question that all of us will take home as the outcome of this meeting, that we have to reinvent the partnership between Africa and Europe in terms of digitalization. You see, we have to realize that as the world emerges out of this COVID pandemic, innovation and digitalization will continue to accelerate exponentially. And we at the African Union and European Union must stand to support the digitalization process through the interventions that we have put in place, such as the D4D. The previous speaker was very, very correct in terms of how we can promote the access to digital processes to remove the inequalities that have been created by the pandemic. So reinvention of our digital reinvention of our relationship with regard to digitalization is very crucial, because this is the new norm. We are now operating in a new norm that is purely based on digitalization, and therefore it is critical for us to reflect and look at how we can really boost the relationship in terms of the digitalization between the two continents, creating opportunities for our citizens, allowing them to move in different ways that have never been seen. If you think of how the COVID is being combated, one of the most important tools we have is digitalization. People to travel from one country to another with digitalization, it makes it easy for our COVID test to be validated from one point to another within seconds. And your travel is easy. Goods, people, food, everything. So digitalization is going to be the new norm.
and therefore reinventing our relationship streamlined to digitalization for development is very crucial. And we at the African Union we will push for that through our digital transformation strategy. And we indeed will benefit from DG Connect through the D4D hub that we envisage to also be very much installed on the African continent. Thank you very much for inviting the African Union Commission to this. Merci. Thank you. Merci. Thank you very much, Ambani. Thank you for your words. And this is the conclusion of the very positive and dynamic conclusion of this very prestigious and strategic panel plenary. Je remercie Monsieur le ministre Papa Amadou Sarr, ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal. Merci Monsieur le ministre de votre présence, de vous être libéré dans votre agenda qui est extrêmement rempli. Merci à vous. Merci Monsieur Thibaut Kleiner. Vous êtes, je rappelle, directeur de la stratégie à la DG Connect de la Commission européenne. Merci Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France. Merci à Sabine Muller, directrice Afrique de la GIZ. Un grand merci à Fatouma Taba, qui s'est libérée aussi malgré ses contraintes et qui est la fondatrice de Django, fonds d'investissement à impact en Afrique. Un grand merci à Jean Van Vetter, qui est le directeur général de Enabel. Et vous êtes le bienvenu la prochaine fois en présentiel à Marseille. Vous êtes tous les bienvenus par ailleurs. Et enfin, je remercie Monsieur Ambani Macheleni, qui vient de finir cette plénière et qui est en charge de la division pour la science, l'innovation et la technologie à l'Union africaine. Merci à tous et nous allons revenir dans quelques secondes, quelques petites poignées de minutes pour la seconde plénière. C'est la plénière du financement, les investisseurs africains face à la Covid-19 et quelles ont été les stratégies de résilience et aussi les conseils que le plateau va donner aux startups africaines. Nous avons notamment la chance d'avoir Tommy Davis, Kenza Lahlou, Marianne Diop, le Partech Africa avec Cyril Collomb, Pierre Fauvet avec Créadev et IEP avec Jérémy Ajdaberg. On se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes. Merci et merci à notre panel. À très vite.